Oui, bon, parler sous la présidence de Ziyed, c'est pas évident du tout, parce qu'il ne m'a rien laissé à dire, réellement. Hein, c'est pas pour brosser dans le sens du poil. Parce que je devais faire une présentation, je l'ai préparée jusqu'à hier soir, et après, quand je suis arrivé ici, je me suis dit non, c'est pas le format, il faudra. Pour que vous soyez au courant, c'est peut-être la 6e fois que j'interviens depuis à peu près 2 mois sur la question de l'indépendance des autorités indépendantes. Hein, même une tautologie, mais bon, passons dessus. Et je me suis dit, il y a certaines questions qui se posent. Il a répondu en grande partie à ces questions-là. Moi, la première question qui se pose, à mon avis, on est dans le cadre d'un workshop qui est autour des autorités de régulation et des autorités qui sont théoriquement et normalement indépendantes. Et donc la première question que je me pose, c'est quelles sont ces autorités aujourd'hui? Ziyed l'a si bien dit, mais je vais être beaucoup plus chronologique dans ma démarche. Premièrement et indiscutablement, je crois que la première autorité qu'on pourrait considérer comme étant de régulation et qui existe aujourd'hui dans le paysage tunisien, c'est le Conseil général des assurances, comme l'a dit Ziyed, qui a été créé en 92. Donc vous voyez que la mise en place d'instances indépendantes remonte assez loin dans l'histoire juridique tunisienne. Par la suite, en 1994, il y a eu le Conseil du marché financier. En 2001, il y a eu l'instance nationale des télécoms. 2004, l'instance sur la protection des données. 2011, l'AICA. Et il faut se projeter un peu dans l'avenir, mais en tout cas sur le plan juridique, on a déjà une autre instance qui est créée, qui verra le jour, je l'espère, très prochainement. C'est l'instance nationale d'accès à l'information qui, normalement, dans le texte qui encadre en tout cas l'accès à l'information, entre en application exactement le 29 mars 2017. Ainsi, on se retrouve aujourd'hui, à mon avis, je n'inclurai pas l'ISI. L'ISI n'est pas une instance de régulation, ni celle sur la corruption, ni toutes les autres. Je pense que même le remplaçant du Conseil économique et social, je ne pense pas, au vu de ses compétences qui sont consultatives, être classé ou intégré dans les instances de régulation. Ça, quelles sont les instances aujourd'hui? Donc après, quand on brosse ce paysage-là, cette cartographie-là, bien sûr, on a du recul par rapport au modèle même d'une instance indépendante et voir si on y a réussi ou pas. Donc le deuxième questionnement, quel est leur statut juridique? Quelle est la forme juridique qu'elles doivent avoir? Tu as très bien cité le terme qu'il faut. Un terme, je me rappelle très très bien, quand on en parlait il y a 7-8 ans, il y avait les cheveux qui se dressaient au-dessus de la tête. Ce sont indiscutablement des autorités administratives indépendantes. Ces autorités administratives indépendantes, je rappelle à l'assistance que c'était un terme que les députés de la Constituante ne voulaient pas en entendre parler. Et on avait même certains qui disaient « indépendant de qui ?» De l'État. Donc ça dénotait d'une incompréhension totale de ce que c'était que cette catégorie d'autorité publique. En Tunisie, on leur a donné un terme spécifique. Ce sont les autorités, al-hay'at, publiques, indépendantes. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les législations qui mettent en place ces structures-là. Donc ce statut-là d'instance indépendante, les 3 que j'ai cités en premier chronologiquement, y compris l'INT, ont été déclarés comme tels par des avis du Conseil constitutionnel défunt en 2007. L'AICA est déclarée comme telle par la Constitution et les autres instances par leur texte de création. Quelle est la première caractéristique des autorités publiques indépendantes? Eh bien, leur titre le comprend, c'est l'indépendance. Il faut qu'elles soient indépendantes pour pouvoir assurer leur mission. La question est indépendante à 2 points de vue. Par rapport à qui? Et la réponse est claire, j'y réponds tout de suite, avant de dire quel est le deuxième point. Par rapport, premièrement, au secteur qu'elle régule, il ne faut pas l'oublier. Et deuxièmement, par rapport au pouvoir politique, pas par rapport à l'État. Ces instances ne sont pas indépendantes par rapport à l'État, c'est une composante de l'État. Mais par contre, elles sont indépendantes par rapport aux structures politiques, au pouvoir politique, et donc principalement le pouvoir législatif et exécutif. Alors comment assurer cette indépendance? Et c'est là le 3e point, la liste est longue. Je vous cite tout simplement pour susciter par la suite le débat. Il y a exactement 6 points, 5 points exactement. Premièrement, leur composition
et leurs membres. Deuxièmement, les finances, parce qu'on n'est jamais indépendant, et je le répète tout le temps dans mes interventions, un enfant dans une famille n'est jamais indépendant que jusqu'au jour où il a son premier salaire. Et donc on ne peut pas être indépendant si on est soumis financièrement. Troisièmement, quelle administration dans ces structures? Parce que l'administration, ce sont les yeux, les oreilles, les mains et les jambes d'une autorité. Et donc, quelle administration on va lui donner? Et enfin, quel pouvoir? Très rapidement, pour ne pas accaparer la parole, la composition. Je pense que la première règle, c'est la collégialité. Ça paraît évident. Mais on ne peut pas avoir d'autorité indépendante si elle est basée sur une seule personne qui prend les décisions. Donc, c'est la collégialité. Et donc, quand on met ce genre de structure sans lui donner un nombre de membres permanents, on la casse. Parce que, on vient dire, on a créé par exemple l'instance sur la corruption, le texte dit il faut qu'il y ait au moins, sur la torture, pardon, qu'il y ait au moins, le texte dit comme ça, il faut qu'il y ait au moins 2 membres permanents parmi les 16. Ah ben, le pouvoir exécutif a décidé que ce sera 2. Avec 2 membres, on ne peut rien faire. Et donc, il n'y a plus d'indépendance, puisque vous allez être dépendant de qui? Des autres structures de l'État. Et donc, vous allez perdre votre indépendance. Donc, des membres permanents suffisants, il ne peut pas y avoir dans des collèges d'instances indépendantes une représentation du pouvoir exécutif. Si on va voir les principes de Paris, par exemple, sur l'indépendance des autorités qui protègent et qui sont là concernant les droits de l'homme, ils vous disent, s'il y a des représentants du pouvoir exécutif, ils n'ont pas le droit de vote. Donc ils assistent en observateur pour donner leur avis. Mais quand on passe au vote et la prise de décision au sein des instances de régulation, ils ne votent pas. Par la suite, quel renouvellement? Par tiers, nécessairement, parce que c'est la pérennisation et la continuité dans le travail des instances. Mais le renouvellement doit se faire par tiers. Et d'un autre côté, moi j'ai la solution que je présente tout le temps, et Zied a posé la question, comment on va pouvoir, excusez-moi le terme, je suis constitutionnaliste pour commencer, comment on va pouvoir détourner, ou en tout cas contourner, l'obligation qui se trouve dans la Constitution et qui donne le modèle des instances indépendantes aujourd'hui? Eh bien oui, on va les élire par le Parlement. Mais il y a quelque chose de très intéressant pour assurer leur indépendance. On va créer des autorités on va déterminer des autorités de proposition, parce que je ne suis pas d'accord pour l'ouverture, des autorités de proposition qui vont, elles, être seules capables de proposer des membres avec un nombre déterminé, et il reviendra au Parlement de choisir parmi ces membres proposés. C'est une idée. Mais en tout cas, quand on sépare la proposition de la nomination ou du choix, je pense qu'on peut aboutir à une certaine indépendance. Par la suite, le président doit être élu par les membres, par ses pairs, pas nommé par une autorité ou élu par une autorité. Il doit être élu par ses pairs. Ça, c'est mon avis personnel. Il faut qu'il y ait, bien sûr, une immunité pour les membres. Le mandat doit être irrévocable. Ils ne peuvent être révoqués que par leur père et non pas par une autre autorité. Actuellement, dans les textes, on retrouve proposé par le conseil de l'instance, mais avec vote du Parlement. Et si le Parlement refusait? Ça voudra dire que leur autorité n'est pas indépendante, que l'avis du conseil n'a aucune valeur. Et donc, c'est problématique. Je vais faire beaucoup plus vite. Par la suite, l'administration, une administration professionnelle, une administration technique, une administration qui a les compétences qu'il faut. Et pour cela, il n'y a pas 1000 façons de faire. Il faut un statut particulier pour les agents des autorités administratives ou publiques indépendantes. Je termine par les pouvoirs. Actuellement, il y a un grand débat. Est-ce que ces autorités-là peuvent ou pas bénéficier de ce qu'on appelle les pouvoirs de police judiciaire? Je regarde Monsieur le Président, c'est Faisal. Une question dont on a débattu à plusieurs reprises. Tout ce que peut faire la police judiciaire. Comment vous pouvez donner à une autorité indépendante le pouvoir de réguler un domaine, mais lui dire non, si vous avez l'intention d'aller faire des visites, des descentes, je l'appelle comme ça, mettre les scellés, etc., de faire des saisies, convoquer les gens pour audition, etc., non,
aller prendre l'autorisation du juge. Elle n'est plus indépendante. Elle ne l'est plus. L'autorité administrative indépendante est soumise au contrôle du juge. L'autorité administrative ou publique indépendante pourra faire ou réaliser ces opérations par un corps spécifique au sein de son administration, mais sous le contrôle de la justice. Donc tous ces actes peuvent être annulés par la justice par la suite. Bon, pour le reste, il faut qu'elle ait le droit de dénoncer des sanctions financières. Il faut qu'elle puisse résoudre des litiges dans le secteur de sa régulation, et pour cela, elle doit agir comme une juridiction de premier degré. Vous voyez, c'est une panoplie assez importante. Pour conclure, je vais conclure exactement, on n'est pas par coïncidence amis en fin de compte. Il ne fallait pas le dire. Ou alors, il n'y a pas d'autre solution. Je pense qu'on va pencher pour ça. Je l'ai toujours dit, je le répète et j'insiste. L'indépendance des autorités indépendantes, c'est une tautologie, mais j'insiste quand même, est une question d'une seule chose. Et certainement pas une question de texte. Vous me l'avez entendu dire à plusieurs reprises. Exactement, là, c'est une question de culture. Quand les politiques n'ont pas cette culture, quand l'administration, avec un grand A, n'a pas cette culture, quand les citoyens n'ont pas cette culture, quand les autorités elles-mêmes n'ont pas cette culture, jetez ces autorités dans la poubelle, je serai le premier à quitter mon poste. Merci à vous.